Bonjour tout le monde et bienvenue à ce cours de physique moderne. Aujourd'hui, on va étudier l'atome de Bohr. On va commencer l'étude vraiment de la physique atomique. Ok, donc, c'est intéressant déjà en partant de noter euh, que c'est assez surprenant en soi que ça. On a parlé de relativité, on a parlé de plein de théories physiques du début du 20e siècle. Là. On est encore ignorant de la structure des atomes. Donc, ce qui est quand même assez fascinant en soi, c'est que Einstein a proposé l'existence du quanta, on a réglé le problème du corps noir, on a réglé le problème de l'effet photoélectrique. Tout ça a été fait avant même qu'on ait compris la structure des atomes. Puis, en fait, c'est ça le sujet du cours d'aujourd'hui. Donc, on va étudier en détail le modèle de Bohr. Donc, si vous regardez dans les notes de cours, on est rendu à la page 105. On commence avec des observations expérimentales. Ok, donc, qu'est-ce qu'on observe quand on prend de la lumière provenant d'un solide porté à haute température, par exemple le filament d'une ampoule incandescente, puis qu'on décompose la lumière à travers un prisme. Donc l'étude de, du spectre de rays en particulier, c'était découvert surtout là, quand on a commencé à étudier la spectroscopie en détail. Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait n'importe quelle source de lumière, puis on faisait passer sa lumière à travers un prisme ou un réseau. Donc ici, euh, ce que ce que la personne a dans ses mains, c'est un réseau de diffraction. Ça, on en a parlé déjà. Puis on vient de placer entre la source lumineuse, qui est une ampoule incandescente, puis la caméra qui observe. C'est un réseau qui est fait pour être en transmission. Donc, qu'est-ce qu'on observe? On observe en plein centre la lumière continue en ligne droite à l'ordre zéro. On se souvient, un réseau, ça ne décompose pas la lumière à l'ordre zéro, sauf qu'on voit les ordres plus un puis moins un, où là, on a un étalement de la couleur, donc on voit toute la lumière blanche être décomposée. Là, on voit mal le violet ici, là, mais ça se rend jusqu'au rouge. Donc, évidemment, la lumière émet un petit peu d'ultraviolet, un petit peu d'infrarouge. Ben, pas mal d'infrarouge, pareil, parce qu'elle est chaude, là, mais donc on voit la courbe puis la lumière est décomposée. Donc, quand on a une source chaude, qu'on fait passer à travers un prisme ou un réseau de diffraction, qu'est-ce qu'on va observer? On va observer, donc c'est ça ici qu'on observe, une source de lumière blanche passe à travers un réseau, ok? Ou un spectroscope en général, ça peut être un réseau, ça peut être un prisme, peu importe. Ici, c'était à travers un réseau. Pour vous donner une idée, le réseau faisait, ce qu'il disait, c'est à peu près 13 000 traits par pouce. Donc, les Américains plus pouces. Bon, ici, on observe un spectre continu, c'est ce qu'on observait. Donc, en deux, on vous demande qu'est-ce qui se passe. On prend un gaz raréfié puis qu'on le porte à haute température ou on le soumet à des décharges électriques, c'est la même affaire. Donc, on n'aura pas une source incandescente. L'important, c'est qu'on ait une source qui ne chauffe pas. OK? Donc, puis ici, c'est ce qu'on a. Là, ici, il a pris une lampe au mercure, par exemple. Donc, c'est juste un tube de mercure, là, comme il tient dans ses mains, dans lequel, c'est un tube de verre, pardon, dans lequel on fait le vide, puis on insère un petit peu de mercure qui va être vaporisé parce que la pression de vapeur est très faible, puis il y a le vide dans l'enceinte, donc ça va vaporiser le mercure. Donc, vous allez avoir une vapeur de mercure. Vous allez soumettre ça à des décharges électriques, donc une grosse différence de potentiel, ce qui va faire en sorte que les atomes vont être excités à l'intérieur du tube, puis ils vont réagir en dégageant de l'énergie. Donc, ils vont transformer l'énergie électrique en lumière. Essentiellement, un tube néon fonctionne comme ça. Donc là, ce qu'on a pris ici, c'est une lampe au mercure. On allume la lampe au mercure à l'éclair d'une lumière bleutée. Ça, c'est le genre de démo qu'on ferait évidemment en classe ou même un labo sur la spectroscopie qu'on ferait en classe normalement. Euh, Puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer un réseau de diffraction devant. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe si on place un réseau de diffraction devant? OK. Donc là, c'est la même chose. On a la lampe, on a la caméra, puis entre les deux, on va insérer un réseau en transmission, celui-là. OK? Donc, vous voyez, à l'heure zéro, ça agit pas du tout, un peu comme un miroir, la lumière passe. Maintenant, vous voyez par contre que ça a séparé le bleu puis le vert qui font le turquoise de la lampe. OK? On voit quelques lignes. On voit un mini continu ici. Là. Ça, c'est juste un artefact à cause qu'il y a un minimum de lumière blanche dans le laboratoire. Là. Mais
on voit surtout les raies d'émission, ok, apparaître. Donc ces raies d'émission-là sont spécifiques au gaz qu'on observe. Donc ici, il prend, je ne sais plus c'est quoi l'autre gaz qu'il va prendre, mais je ne sais plus du nom pas quoi ça. On va aller vérifier, on va l'écouter. Spectrum. I'm using this fur to prevent burning flesh. Ouais. A nitrogen, Bon, azote. Ok, donc ça, c'est un red, type d'azote orange, yellow. qui arrête orangé. On voit qu'il y a beaucoup plus de raies d'émission. Ok, c'est pas un spectre continu. On voit qu'il y a des bandes d'émission. C'est difficile de les distinguer. Là, il faut faire appel à nos notions qu'on a vues sur le critère de Rayleigh. Ok, on se souvient quand on parlait du pouvoir de résolution d'un spectre, est-ce que c'est deux raies d'émission très près l'une de l'autre? Est-ce que c'est une grosse raie d'émission? Donc, ça va dépendre du pouvoir de résolution du spectre qu'on a. Donc, il va faire ça. Donc, ce qu'on remarque, c'est que différents gaz vont émettre Full orange look to différentes it, longueurs d'onde. and when the diffraction grating is in place, you see a large number of red and orange lines. Il y a une lampe This is exactly vert. what's used for neon lights. Donc, ça, c'est du The néon. original neon light was made out of neon like this. There are other gases that are used to form signs, but neon was really where it started. Puis, ça, ici, And c'est when the diffraction grating hydrogène. is in place, Ça, celui-là, au niveau historique, c'est probablement le spectre le plus important. Ok. Donc, ce qu'on remarque déjà en partant, c'est que les différents gaz vont avoir différents spectres d'émission. Donc, ça a été remarqué assez rapidement. Donc, le spectre d'émission, puis par spectre d'émission, on veut dire l'ensemble des raies discrètes. Là, on remarque que ce n'est pas un spectre continu comme tantôt, c'est vraiment des raies discrètes. Donc, l'ensemble des raies discrètes qui sont émises vont dépendre de la nature du gaz qu'on va employer. Donc, différents gaz vont montrer différents spectres d'émission. Okay? Donc, ça, c'est vraiment important de noter ça. C'était une des découvertes fondamentales de la physique moderne. Okay? Donc, laisse-moi juste une petite seconde. OK. Bon. Donc, si on a un spectre discret ici, donc prenez un gaz raréfié, peu dense, que vous soumettez à des décharges électriques, vous allez observer des raies brillantes, discrètes, dont la position dépend de la nature du gaz. Différents gaz vont avoir différents spectres d'émission. Maintenant, si vous avez une source, on dit un solide porté à haute température, puis qui traverse un gaz raréfié, donc la lumière qui vient d'un solide, puis qui traverse un gaz raréfié, ben, on n'a pas tout à fait l'équivalent ici, mais c'est un petit peu plus difficile à... Donc lui, ce qu'il y a ici, c'est une source de lumière blanche. OK? Donc, on a une source de lumière blanche. Pardon. Oh, je suis pas la bonne fenêtre qui enregistre. Donc, on voit ici une source de lumière blanche. OK? Qui produit un spectre continu. Ça ne devrait pas vous surprendre. OK? Donc, ça produit un spectre continu. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va mettre du sodium dans le fond. OK? Donc, il a trouvé une façon de faire des raies d'absorption. Donc, il va brûler, je ne sais pas de sa canne à date de quand, là, mais vous voyez, quand on met du sodium, le sodium a tendance à brûler. OK? Puis, dans le fond, c'est la vapeur de sodium qui va absorber une partie de la lumière. Puis, si vous remarquez, vous voyez apparaître des bandes sombres, OK, pendant que le sodium brûle. Donc, il va ajouter du sodium. Au moment où il ajoute du sodium, il apparaît des raies sombres dans le spectre d'émission. Donc, c'est ce qu'on appelle des raies d'absorption. Donc, c'est vraiment, on a un spectre continu qui est créé par la source incandescente. La lumière traverse un gaz qui a tendance à absorber de façon sélective certaines longueurs d'onde. Donc, chaque fois qu'on a un gaz froid, ben froid ici, raréfié, on pourrait dire, qui est traversé par une source incandescente, ce qu'on va observer, c'est que la lumière blanche va traverser le gaz, vous avez un prisme, vous décomposez la lumière, vous voyez des raies d'absorption. Les raies d'absorption sont caractéristiques du gaz qui est traversé. Donc ici, c'est pas tout à fait un gaz froid, là, mais c'est le même principe. Vous avez du sodium qui va absorber
la lumière qui provient de la source incandescente. Donc, on a un spectre continu parce qu'on a une source chaude devant laquelle on met un gaz froid, vous allez avoir des raies d'absorption apparaître. L'autre exemple, on avait évoqué ça, c'était quand on parlait de spectroscopie au tout début, quand on parlait des réseaux. Si vous vous souvenez, je vous avais montré le spectre du Soleil dans le visible. On voyait la même chose, donc un arc-en-ciel entrecoupé de plein de petites bandes d'absorption qui étaient sombres. Okay? Donc ça permet de déterminer même, on avait utilisé ça pour déterminer les propriétés à la surface du Soleil, la température, la gravité, la composition chimique et ainsi de suite. Okay? Donc ça, c'est ce qui se produit quand vous avez un gaz froid traversé par une lumière provenant d'un corps noir essentiellement. Okay? Donc, évidemment, encore une fois, chaque fois qu'un physicien observe des régularités comme ça, vont essayer d'expliquer, toujours essayer d'expliquer ça. Ok, on dirait que c'est comme seconde nature pour un physicien. Ah, régularité, je m'en viens, je vais t'expliquer comment ça marche. Donc, en particulier, le spectre de l'hydrogène ici que je vous ai montré est assez simple, en fait. Ok, donc, vous avez ici trois raies dans le visible. Là. Ici, il y en a qu'on ne voit pas parce qu'ils sont violettes. D'habitude, on en voit au moins une quatrième qui est proche ici. Mais en fait, si on observe ça attentivement, puis qu'on mesure les longueurs d'onde, donc on peut mesurer les longueurs d'onde une fois qu'on a bien calibré notre appareil. Il y a plusieurs physiciens qui ont essayé d'expliquer ou à tout le moins de décrire le spectre qu'on observait. Celui qui a eu le plus de succès, c'est Johann Balmer, qui pardon, en 1884-85 a trouvé, puis ça, là, franchement, bravo. Balmer était un prof de maths qui faisait un peu de spectroscopie dans ses temps libres. Ça veut dire quoi? Déjà en partant qu'il y avait assez d'argent, il se demandait pas comment il allait faire pour souper le soir. Là, ok? Euh, il était mathématicien, il était intéressé aussi par jouer avec les chiffres. Puis il avait réussi à mesurer précisément les longueurs d'onde dans le spectre d'hydrogène. Donc on avait quatre longueurs d'onde qui étaient bien connues. Puis Balmer a remarqué que si on utilisait cette formule-là, ok, puis qu'on mettait m égale à 3, 4, 5 et 6, on était capable de trouver la position des raies d'absorption ici. Donc ça c'était 3, c'est avec m égale à 3, 4, 5 et 6. Ok. Donc, demandez-moi pas comment il a fait. Ok. Je veux dire, franchement, là, je vous donne 656.2, 486.1, 434, 410.1, puis je vous demande, trouvez-moi une formule qui permet de prédire ces quatre valeurs-là, puis il a sorti ça. Okay. Donc, si ça, c'est pas limite autiste, c'est bas, je sais pas c'est quoi. Okay. Donc, c'est une blague de mauvais goût, je m'excuse. Okay. C'est juste parce que moi, ça me fascinera toujours comment il a pu trouver ça. Okay. Évidemment, ça, c'était de façon purement empirique. En 1884-85, Balmer a suggéré ça de façon 100% empirique, c'est-à-dire purement basée sur les observations. Il n'y avait évidemment aucun background théorique pour expliquer ça. Okay. Le background théorique est venu 30 ans plus tard environ, okay, avec Niels Bohr, dont on va parler plus en détail dans les prochaines heures. Vous avez eu aussi, entre-temps, okay, les premiers modèles atomiques qui commençaient à être proposés, en particulier le modèle atomique de Rutherford. Le modèle de Rutherford était un modèle atomique qui était une amélioration du modèle de Thomson. Donc, il faut s'entendre aussi, Thomson, Rutherford travaillaient essentiellement ensemble. Rutherford était un étudiant de Thomson euh, au Cavendish en Angleterre. Puis, Thomson avait proposé le modèle de plum pudding qu'on appelle. Là. Donc, le modèle de Thomson était un modèle où premièrement, on commençait à maîtriser la production d'électrons. Okay? Donc, on savait par exemple que si on chauffait des filaments, on réussissait à éjecter des électrons de ça. Ça montrait qu'à l'intérieur des atomes, il y avait des charges négatives qu'on pouvait arracher à l'atome. Comme l'atome est globalement neutre, on en concluait évidemment qu'il devait y avoir aussi des charges positives. Donc, si on a par convention des électrons auxquels on associe une charge négative, il devait y avoir aussi des charges positives. Thomson proposait qu'un atome était une bille uniformément positive, puis dans laquelle on avait des électrons qui étaient des particules chargées négativement.
Rutherford, étudiant de Thomson, je vais vérifier, là, mais je suis pas mal sûr. Là, ok? Quoique ma mémoire, des fois, est assez défaillante. Il y a tellement de physiciens qui travaillaient à cette époque-là ensemble. Ok? Euh, Commence à faire des travaux pour raffiner le modèle de Thomson. Puis, c'est l'époque où on commence à découvrir la radioactivité aussi en même temps, ce qui est un sujet qu'on n'a pas encore abordé, mais qu'on va aborder assez en détail après avoir parlé du modèle de bord. Euh, on connaissait, on avait accès à des sources de particules alpha. Donc, les particules alpha, c'est quand on a commencé l'étude de la radioactivité. C'est Marie Curie et son mari qui ont été les premiers à isoler des éléments chimiques radioactifs. Par exemple, le polonium qui avait la propriété, puis le radium qui avait la propriété d'émettre ce qu'on appelait particules alpha à l'époque. On ne savait pas trop c'était quoi. Donc, on savait qu'il y avait des substances que les Curie étaient capables d'isoler et qui avaient la propriété d'émettre du rayonnement qu'on ne connaissait pas tant que ça. Ok? Donc, en ne sachant pas ce que c'est, on appelait ça des particules alpha. Pardon. Et Rutherford était assez chummy avec les Curie, qui a réussi à avoir des échantillons de radium pour son laboratoire, alors que c'était vraiment pas simple de mettre la main là-dessus. Ok? Ça valait une fortune. Ok? Donc, Marie Curie étant chummy avec Rutherford, lui envoyait des échantillons de radium pour qu'il puisse faire des expériences avec ça. Euh, Rutherford a l'idée de demander à ses étudiants, Geiger puis Marsden, ok, de bombarder une feuille d'or très très mince. Ok, on parle de 10,5 cm à l'aide d'une source de particules alpha. Donc, Rutherford a dans son laboratoire une source de particules alpha. On laisse le rayonnement sortir, on le fait traverser une très très mince feuille d'or. Ok. Puis, pardon, Geiger et par la suite, on déplace un détecteur de sulfite de zinc tout autour de la feuille d'or, puis on regarde voir qu'est-ce qu'on voit. Le sulfite de zinc est quelque chose qui était facilement capable de détecter les particules alpha. Euh, Geiger, c'est le même que les compteurs Geiger qui détectent le taux de radioactivité ambiant. Donc c'est vraiment lui qui a mis au point la première méthode capable de détecter automatiquement, d'automatiser la détection de radioactivité. Okay? Parce qu'avant, Geiger, quand on avait des sources de radioactivité comme ça faisait des points jaunes sur un écran phosphorescent. Donc la particule alpha entrait en contact avec une substance radioactive puis produisait un mini flash de lumière. On s'entend là, une particule qui rentre en collision, ça fait pas beaucoup de lumière. Donc Rutherford à l'époque, ce qu'il faisait, c'est que pour observer ça, il faisait l'obscurité totale dans la pièce. Okay? Puis généralement, il se mettait deux ou trois personnes dans la pièce. Il faisait l'obscurité totale, il attendait une bonne demi-heure là, que leur œil s'habitue parfaitement à l'obscurité. Puis là, il laissait les particules alpha aller, puis il comptait le nombre de flashs lumineux qu'il voyait apparaître, par exemple, en une minute ou dans 5 minutes, ou peu importe. Pour être sûr qu'il hallucine pas des spots lumineux, parce qu'à un moment donné, à compter des petits flashs lumineux dans l'obscurité parfaite, tu dois finir par capoter. Mais c'est pour ça qu'il se met tout le temps d'habitude au moins deux pour qu'il y en ait deux qui comptent pour que chacun puisse dire que l'autre a fait une bonne job ou pas. Là, ok? S'entendre ces chiffres. Euh, Geiger avait automatisé ça. Ok. Donc, la grosse révolution, ce que Geiger, qui était un étudiant de Rutherford, a fait, c'est qu'il a fait un appareil de détection que quand la particule alpha passait à travers, était accélérée par une différence de potentiel. Puis, au lieu de faire un spot de lumière, ça faisait un clic, ça faisait un son. Donc, on pouvait faire les expériences on n'avait plus besoin de faire ça dans l'obscurité. Puis, c'était plus fiable parce qu'on avait juste à compter le nombre de clics, puis on pouvait compter le taux de particules par unité de temps sans avoir trop à s'habituer à la noirceur, à être deux, blablabla. Donc, c'est beaucoup plus simple de détecter la radioactivité après les travaux de Geiger. Donc, Rutherford confie à ses étudiants la tâche d'observer la déflexion des particules alpha à travers une très mince feuille d'or. Okay? Pourquoi? Il veut tester le modèle de Thomson. Puis, ce que les étudiants remarquent, c'est qu'il y a beaucoup de particules alpha qui passent à travers la feuille comme si c'était rien. Okay? Ce qui est assez normal parce que dans le modèle de Thomson, vous avez une charge qui est très diffuse
puis dans lequel vous avez des petits électrons très petits, là, à la limite ponctuelle. Donc, la probabilité que la particule alpha soit déviée en passant à travers ça est quand même assez faible. L'affaire qui remarque, donc, que la plupart des particules passent bord en bord, ne sont pas affectées. Mais là, Geiger et Marsden commencent à regarder ce qui se passe à des angles plus grands. Donc, il faut que, pour arriver là, il faut que la particule alpha qui a été collimée, là, vraiment, là, qui a été, on sait dans quelle direction la particule alpha se déplace initialement, ben, il faut qu'elle soit déviée par le contact avec un atome à l'intérieur de la feuille d'or. À un moment donné, les gars, Geiger et Marsden, trouvent qu'ils observent quand même pas mal de particules alpha qui ont dévié sur des angles assez considérables. C'est là que Rutherford a l'idée de leur demander de venir placer leur détecteur complètement de l'autre côté, de façon à ce qu'ils regardent la feuille dans cette direction-là. Donc, au lieu de mettre, au lieu de mettre le capteur ici pour qu'il regarde les particules qui s'en viennent comme ça, il va aller mettre son capteur derrière pour voir s'il n'y a pas des particules qui rebondissent sur la feuille d'or. Et à la stupéfaction complète de Rutherford et ses étudiants, Geiger et Marsden détectent des particules alpha qui vont aller rebondir sur la feuille d'or puis être retournées vers d'où ils viennent. Pourquoi c'est si impressionnant que ça? C'est parce que quand on calcule l'énergie qui est transportée par une particule alpha, euh, c'est l'équivalent littéralement comme de tirer des boulets de canon sur une feuille de papier. Là. Okay? C'est impensable que ça revire de bord tout simplement. Okay? C'est là que Rutherford a l'idée de génie, là, de se dire, ouais, mais dans le fond, si on prenait toute la charge positive qu'il y a dans l'atome, puis qu'on la concentrait dans un noyau très petit, chargé positivement, on expliquerait naturellement pourquoi on observe ce qu'on observe. On observerait beaucoup d'atomes de particules alpha passer tout droit, tout simplement parce qu'ils passent dans du vide. Okay? Il n'y a rien pour les faire dévier. Mais s'ils passent trop proche du noyau, chargé positivement, ils peuvent être déviés parce qu'on savait que les particules alpha étaient elles-mêmes chargées positivement. Donc, si une particule est déviée, c'est parce qu'elle s'approche trop du noyau, qu'à ce moment-là, la répulsion coulombienne entre les deux charges positives, dans le fond, c'est comme si on prend deux aimants positifs et on essaie de les coller ensemble. Ça ne fonctionnera pas. Le premier va rebondir sur le deuxième. Pourquoi il y en a qui reviennent directement sur leur pas? Parce que si vous avez un atome qui arrive vraiment de face, là, en plein milieu du noyau, ça se peut qu'il revire complètement de bord, qu'il revienne complètement sur ses pas. Donc ça, c'était la grosse découverte de Geiger puis Marsden. Ben, dans le fond, c'est la découverte du noyau, c'est attribué à Rutherford. Pourquoi? Ben, parce que c'est Rutherford qui était le prof, le directeur de recherche de Geiger puis Marsden. C'est lui qui avait eu l'idée. Mais c'est un peu comme ça que fonctionne la recherche aussi, on s'entend. Là. Généralement, le professeur ou le chercheur a des idées, mais il n'a pas le temps de faire ça, ou il n'y a pas... ben, c'est ça, il n'y a pas le temps, ou il y a trop de choses à faire. Fait qu'il va confier à des étudiants gradués la mission de faire les expériences. Donc, Geiger et Marsden, c'était genre leur thèse de faire ça. Là. Donc, c'est fais cette expérience-là, dis-moi qu'est-ce que tu trouves. Puis, Rutherford allait être celui qui interprétait l'expérience de Geiger et Marsden. C'est ce qui a amené au modèle de Rutherford. Donc, dans le modèle de Rutherford, qu'est-ce qu'on propose? On propose que toute la charge positive est concentrée au cœur du noyau, puis qu'autour du noyau, on a les électrons qui sont en orbite. Donc, c'est un modèle de type planétaire, là, vraiment, où vous avez des électrons qui orbitent autour d'un noyau. Donc, décrivez le modèle atomique de Rutherford, là, ici, là. Qu'est-ce que c'est que le modèle atomique de Rutherford? C'est un modèle où toute la charge positive est concentrée au cœur du noyau. Le noyau occupe une très petite partie du volume de l'atome. Okay? Puis, dans le fond, là, pour vous donner une idée, là, à l'échelle... je ne vais pas donner des chiffres random, là, mais si on s'imaginait... imaginez que vous êtes dans la salle de classe présentement, puis que j'aurais devant moi un proton de la taille d'une balle de baseball,
Ben, s'il y avait un électron qui tournerait autour du noyau comme ça, il serait sur genre Curie Labelle ou quelque chose de même, là. Donc, c'est essentiellement vide, les atomes. En fait, on pourrait dire que les atomes sont complètement vides dans une très bonne approximation, ok, avec une trace de matière. Ok. Donc, vous êtes constitué pas mal proche de 100% de vide, vous et moi, là. Ok. Un petit peu de contenu dans beaucoup de vide. Ok. Certains plus que d'autres. Mais ça aussi, on va laisser faire le commentaire éditorial, là. Je m'emporte un petit peu, excusez-moi. Je pense que la session commence à me rentrer dedans. Donc, dans le modèle de Rutherford, pour y revenir, on a des électrons en orbite autour d'un noyau. Puis, pour ça, notre cher M. Rutherford, euh, bon, je dis monsieur, excusez, monsieur premier baron Rutherford de Nelson, ok? Donc, a été vraiment un chercheur de premier plan en Angleterre, là. C'est vraiment c'est difficile de rendre justice à sa carrière, là. On va en reparler de Rutherford, mais juste pour vous donner une idée, ok, ça c'est sa page, c'est la page, pardon, la page Wikipédia sur la carrière puis la vie de Rutherford. Découverte du désintégration alpha, bêta, découverte du noyau atomique, le scattering, ben, c'est la collision. C'est dans le fond, c'est ce qu'on observe dans l'expérience de Geiger puis Marsden, c'est la diffusion due à la force, à la répulsion coulombienne. Il a découvert le proton, euh, puis on y attribue le terme de la désintégration artificielle. On va y revenir aussi à ça. Il s'est mérité plusieurs prix pendant sa carrière, dont un prix Nobel en chimie en 1908. Euh, il a travaillé à l'université McGill ici, donc dans sa carrière, entre le moment où il a complété ses études puis le moment où il est devenu euh, professeur à Cambridge, puis à Manchester, je me souviens plus dans quel ordre là, mais il est venu ici, ok. Donc c'est ça, il a travaillé à Canterbury. C'est un Néo-Zélandais qui a réussi il s'est mérité un prix, un fellowship pour aller travailler a étudié au Cavendish à Cambridge, en Angleterre. Puis c'est là qu'il a fait ses études sous J.J. Thomson. Puis c'était dans les premiers étrangers qui venaient faire, ok, là, donc, puis par étranger, on ne veut pas dire qu'ils venaient pas du même pays, là, on dit juste parce qu'il n'y avait pas un diplôme de Cambridge, ok, donc il n'y avait pas son diplôme de Cambridge, mais il travaillait quand même avec Thomson, ce qui a rendu plusieurs étudiants jaloux. Blablabla, il est présenté. Il est en compétition avec Marconi qui a découvert pour émettre des ondes électromagnétiques. Un peu plus tard, Thomson le recommande pour une job à l'université McGill. OK? Donc, il va travailler un peu à l'université McGill, puis il va retourner en 1907, donc en 1898, donc il a travaillé pendant 8-9 ans à l'université McGill ici à Montréal, puis il est retourné, pardon, en Angleterre par la suite. Il va retourner au Cavendish, à Cambridge, pour, pardon, pour compléter sa carrière là-bas. Ok. Donc, l'expérience de la feuille d'or, qui est probablement l'expérience la plus fameuse, là. Ok. Donc, même si c'est ses étudiants qui ont fait l'expérience en tant que tel, euh, c'est lui qui a été capable d'expliquer, qui a donné ce qui a permis à Rutherford de produire son modèle du noyau de l'atome. Ok. Dans ses étudiants, vous remarquerez là, ok, Niels Bohr, qui est un des étudiants qui a travaillé avec lui au Cavendish. Donc, le Cavendish, c'était le hotspot de la recherche en physique des particules au tournant du siècle. Ok. Hans Geiger, Otto Hahn, Lawrence. Écoutez, là, je veux dire, ça n'a pas de rapport, cette liste d'étudiants-là. C'est le professeur qui a produit le plus de prix Nobel dans sa carrière. C'est vraiment une ligue à part. On voit, il a été enterré à l'abbaye de Westminster. Euh, donc, c'est pas n'importe qui est enterré à l'abbaye de Westminster. Ok. Donc, vous avez un paquet de
dommages qui lui sont rendus. C'est un très, 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 très grand physicien. OK? Et aussi un peu chimiste. À ses heures, c'est quand même mérité un prix Nobel. OK? Pardon. Donc, bref, on va revenir à la carrière de Rutherford. Là. Donc, on voit une photo de Rutherford en 1905 à McGill, d'ailleurs, ici. OK? On disait donc, comment est-ce que Rutherford explique son modèle atomique? Mais dans le fond, pourquoi les atomes émettent de la lumière? Tu sais, c'est ça la question aussi à laquelle on se pose. OK? Ben, euh, Rutherford va supposer que, ce qu'on savait déjà, c'est qu'une charge électrique qui subit une accélération va émettre du rayonnement électromagnétique. En fait, ça c'était très bien connu, c'est le principe de fonctionnement des antennes radio. Donc, on savait que pour émettre des ondes électromagnétiques, il fallait qu'on force des électrons à osciller très très rapidement. Puis quand il subissait une accélération, il allait émettre du rayonnement électromagnétique. Donc la fréquence à laquelle il allait être accéléré allait produire du rayonnement à la même fréquence. Donc Rutherford s'imagine un électron tournant autour d'un proton. Comme dans ce cas-là, l'électron est en mouvement circulaire uniforme, ben, il est soumis à une accélération centripète constante. Cette accélération centripète constante-là fait en sorte que l'électron émet du rayonnement constamment. Donc, dans le modèle de Rutherford, c'est ça qui est la cause de l'émission du rayonnement. C'est le fait que vous aviez un électron en orbite autour d'un noyau, puis c'est ça. Donc, il émettait du rayonnement parce qu'il était constamment accéléré. Donc, si on résume, Rutherford conclut en l'existence du noyau, déduit que les électrons se trouvent autour, ok? Puis conclut que vu que les électrons sont constamment accélérés, ben, ils vont constamment émettre du rayonnement, ce qui expliquerait pour Rutherford le spectre d'émission des atomes. Euh, Ceci dit, pourquoi est-ce qu'on rencontre des problèmes assez rapidement? Là? Donc, on dit quelles étaient les lacunes de ce modèle. Ben, dans les principales lacunes du modèle, c'était aussi c'était aussi ça. Donc, son plus grand succès était aussi sa plus grande lacune, en ce sens que si l'électron émet du rayonnement, il perd de l'énergie, il ne peut pas faire apparaître d'énergie. Donc, s'il émet de la lumière, c'est que lui perd de l'énergie. S'il perd de l'énergie, il devrait spiraler vers le noyau. Okay? Autrement dit, sur des orbites de plus en plus faible énergie, puis finir par crasher sur le noyau, puis on n'a plus d'atomes à ce moment-là. Okay? Rutherford fait une coupe de calcul, remarque qu'à peu près en 10-8 secondes, les électrons devraient perdre toute l'énergie cinétique qu'ils possèdent, puis autrement dit, conclut qu'on ne devrait pas observer d'atomes jamais. Okay? Ce qui n'est pas le cas. Donc, évidemment, il y a un problème avec le modèle de Rutherford. Donc, on sait que le noyau est là, on sait qu'il y a des électrons, mais on sait aussi que ça se peut pas que le modèle de Rutherford soit complet parce que l'électron perdrait de l'énergie constamment, puis crasherait sur le noyau. Donc, on reste avec ce problème-là pendant un bon bout de temps. OK? Puis, c'est Niels Bohr, comme je vous disais, qui a trouvé la solution à ce problème-là. OK? Donc, les lacunes du modèle de Rutherford, essentiellement, c'est le fait que une des prédictions du modèle de Rutherford, c'est que l'atome devrait essentiellement, l'électron devrait essentiellement perdre son énergie en 10-8 secondes et crasher sur le noyau parce qu'il émet continuellement du rayonnement, chose qu'on n'observe pas. On dit, ça a pris Niels Bohr pour trouver la solution à ce problème-là. Comme on disait auparavant, Niels Bohr est quelqu'un qui a travaillé avec Rutherford. Donc, Niels Bohr, pour la petite histoire, c'est un scientifique danois. Lui aussi, probablement un des plus grands physiciens de la physique moderne, là, et de loin, là, probablement après Einstein, c'est probablement celui qui a eu le plus d'influence sur la physique moderne qu'on appelle. Là, okay? Donc, c'était un Danois euh, qui a reçu, lui, son prix Nobel pour ça en 1922. On va revenir sur la carrière de Bohr, entre autres, parce qu'il il a travaillé sur le programme nucléaire américain, essentiellement, par la bande, parce que, dans le fond,
tard dans sa carrière. Là, on parle, là, les travaux desquels on va parler, c'est autour de 1913, le modèle atomique qu'il a proposé. Euh, mais pour lui, pour ses travaux, par après, il a continué à être très prolifique. Euh, mais aussi, on parle de la période avant la Deuxième Guerre mondiale. Ça a eu vraiment des grosses conséquences sur la recherche euh, en physique, entre autres. Là, je ne peux pas parler pour les autres domaines parce que c'est pas tant mon domaine, la chimie et la bio, là, mais pour la physique, ça a eu vraiment beaucoup d'influence. OK? Donc, il a travaillé avec beaucoup de chercheurs. Il a travaillé à Copenhague. Il a écrit sa thèse en danois, fait que ça n'a pas été super populaire parce que personne lit le danois. Là, OK? Mais il s'est retrouvé à être. Bon, le Danemark a été occupé par les Allemands. Il a rencontré Heisenberg pour plaider avec lui de ne pas collaborer avec le régime nazi. Heisenberg l'a essentiellement. Là, c'est pas clair, là, mais Heisenberg a travaillé clairement sur le programme nucléaire allemand. C'était lui le chef du programme nucléaire allemand, notre Heisenberg du dernier cours. OK? Euh, En 1943, Bohr apprend qu'il est pour être arrêté, OK, par les Allemands, même s'il se trouve au Danemark, s'enfuit vers la Suède. De là, prend l'avion caché dans un cargo pour l'Angleterre, commence à travailler avec les Anglais sur le programme nucléaire anglais, qui était le volet du projet Manhattan américain. Donc, dans le fond, les Américains travaillaient avec les Anglais sur la bombe. Les Anglais constituaient une partie des travaux, dans le fond, du projet Manhattan, là. Puis Bohr, lui, a travaillé très fort pour démocratiser la recherche scientifique. Donc, lui, dans l'esprit de Niels Bohr, la seule façon d'éviter une guerre nucléaire était d'être sûr que tout le monde a accès à la même information. Autrement dit, si tout le monde possède les mêmes armes, personne va se taper sur la gueule. OK? Ce qui n'est pas bête, parce que comme on dit souvent, la violence parfaitement symétrique n'a jamais réglé aucun problème. OK? Donc, il y a vraiment eu une grosse, grosse, grosse influence sur beaucoup de chercheurs. OK? Puis, euh, il a entre autres trouvé la solution au problème qui était posé. Donc, en fait, lui, il n'a pas fait son doctorat avec Rutherford, mais parce qu'il a étudié au Danemark, mais il a travaillé avec Rutherford, lui aussi, même chose, il s'est retrouvé à aller travailler en Angleterre en collaboration avec, Rutherford, avec Thomson auparavant, puis avec Rutherford, il y avait une quinzaine d'années de différence avec Rutherford, tout simplement. OK. Donc, bref, OK. Comment Bohr a-t-il trouvé la solution au problème posé par le modèle de Rutherford? Euh, Bohr a supposé une couple de trucs. OK? Donc, premièrement, Bohr a supposé, puis ça, c'est des postulats. OK? Donc, des postulats, qu'est-ce que c'est? On se souvient, on a déjà parlé. Un postulat, c'est quelque chose qu'on va supposer être vrai. OK? Puis qu'on ne justifie pas, sinon que les conséquences des postulats sont observables. Donc, dans le fond, c'est un peu un dans le fond, c'est un peu un genre de feedback logique, là. Moi, je suppose que quelque chose est bon. Parfait. Les conséquences sont observées. Parfait. Ça justifie mes postulats qui justifient les observations que je fais. Donc, oui, c'est bootstrappé en bon français, là. Je veux dire, ça repose sur rien, sinon que les conséquences sont observables. Ok, ça permet de produire une bonne théorie physique. Donc, premier postulat de bord, là, on va supposer, ok, que les électrons dans l'atome, pardon, ne se déplacent que sur certaines orbites circulaires qu'on va appeler les états stationnaires. Puis Bohr va supposer que ce mouvement-là peut être décrit par la physique classique. Là, ok. Donc, il n'y a, pas de, il y a même pas de relativité là-dedans, il n'y a rien, on est en 1913. Donc, on sait que la relativité est quelque chose dont il faut tenir compte, mais Bohr, lui, suppose que c'est même pas nécessaire d'utiliser la relativité. Okay? On peut le faire, mais c'est pas essentiel. Donc,
supposons, juste pour donner une idée, là, donc dans le fond, ce qu'on a, un électron de charge moins E qui orbite dans l'atome d'hydrogène. Donc, Bohr se concentre sur l'atome d'hydrogène ici. Pourquoi l'atome d'hydrogène? Parce que l'hydrogène est l'atome le plus simple. Il y a un seul proton, puis un seul électron. OK? On ne connaît pas la structure des noyaux encore. Là, OK? Là, donc là, il faut faire attention. On sait que la charge positive est concentrée dans le noyau. On n'a aucune idée de la structure du noyau. On sait qu'il y a des électrons. Bohr va s'attarder à l'atome d'hydrogène parce que l'atome d'hydrogène, on va supposer qu'on a un noyau de charge plus E autour duquel tourne un électron de charge moins E. Donc ça fait un problème à deux corps. Vous n'avez pas l'interaction, le champ électrique. Vous n'avez pas de répulsion entre deux électrons qui sont sur une même couche électronique. Donc il y a pas. C'est le modèle le plus simple. Un électron, un proton, merci, bonsoir. OK? On suppose que l'électron tourne sur une orbite de rayon R à la vitesse V puis qui va décrire dans le fond, que ça peut être décrit par la physique classique. Donc, si on regarde ensemble, euh, pardon, non, excusez, il faut me clear ça à gauche tout le temps. Donc, quelle est la force électrique d'attraction? OK. Donc, supposons que l'électron dans l'atome d'hydrogène tourne sur une orbite circulaire de 5,3 fois 10-11 mètres autour du noyau. OK. Donc, supposons que le rayon est de 5,3 fois 10 à la moins 11 mètres. Puis là, vous avez, comme je vous dis, un électron de charge négative qui tourne à une distance R d'un proton de charge positive. En fait, on ne sait même pas que c'est un proton. On va utiliser d'un noyau de charge plus E. Quelle est la force d'attraction électrique exercée sur le proton, par le proton sur l'électron? Ok, donc, voyons. Pardon. Voyons. Hey, c'est-tu pas? Excusez-moi. Ok, attends une seconde. Bon. Force électrique. C'est quoi l'expression pour la force électrique? K fois Q1 fois Q2 sur R carré. Donc ça, c'est de la physique classique. K, c'est la constante de Coulomb. 9 fois 10 à la 9 dans les unités appropriées. La charge du proton, moins 19, pardon, fois la charge de l'électron qui est la même. C'est une force attractive, donc elle est positive. Sur R, on dit que le rayon 5,3 fois 10 à la moins 11 au carré. Si on calcule ça, ça donne une force électrique entre le proton et l'électron, dans le fond, là, ici. Là. Okay. La force électrique mesure 8,2 fois 10 à la moins 8 newtons. En B, on vous demande l'accélération. Donc, ça va produire quoi comme accélération? Bien, on sait que F est égal à ma. Donc, on néglige le poids d'un électron. Là, on s'entend, le poids d'un électron, là, c'est 9 fois 10 à la moins 31, donc 10 de l'ordre de 10 à la moins 30, le poids d'un électron en newton. Donc la force ici est incroyablement plus grande que le poids, que la gravité. Là, okay? Donc on néglige complètement la gravité. La seule force qui agit sur l'électron est la force électrique. Donc on a que 8,23 fois 10 à la moins 8 est égal à la masse de l'électron fois son accélération. On trouve une accélération de l'ordre de 9 fois 10 à la 22 mètres par seconde carré. Okay. Pardon. Donc, cette accélération-là est une accélération centripète. Quelle est la vitesse de l'électron? Donc, on sait que la vitesse va être égale à racine de 9 fois le rayon 5,3 fois 10-11. Donc, la vitesse de l'électron est de l'ordre de 2 fois 10 à la 6, 2,2 fois 10 à la 6 mètres par seconde. Donc, c'est pour ça qu'on dit que la physique classique ici, ok? Donc, effet relativiste négligeable ici. Voyons, hey, je suis plus capable d'écrire. Ça va bien ce matin, excusez là. Effet relativiste négligeable. On se souvient que
pour que les effets relativistes ne soient pas négligeables, il faut que la vitesse soit au moins de 10% de la vitesse de la lumière. OK? Donc, de l'ordre de 10 à la 7 mètres par seconde, là, on commencerait à être dans les effets relativistes non négligeables, mais là, on est encore dans le domaine où les effets relativistes peuvent être négligés. Je vous le dis tout de suite, évidemment, ça ne veut pas dire que ce modèle-là est exact. On peut faire le traitement full relativiste de ce problème-là, ok? Mais ce n'est pas le contexte du cours ici. Puis Bohr, c'est pas ce qu'il avait fait de toute façon. Ok? Bohr avait trouvé la solution non relativiste, puis ça fonctionnait aussi très bien. Ok? Donc, ça, c'est pour vous donner une idée un peu des grandeurs physiques qui sont impliquées là-dedans. Donc, on dit ensuite, ça c'est le premier postulat de Bohr. Bohr va supposer ok, que le moment cinétique de l'électron ne peut prendre que des valeurs entières multiples de h sur 2π. Donc ça aussi, ça c'est franchement là, ok. Donc Bohr va supposer que le moment cinétique, ok, ne peut prendre que des valeurs entières de h bar, qui est h de la constante de Planck divisé par 2π. Donc deux choses. Premièrement, c'est quoi le moment cinétique, si vous vous souvenez, ok? Le moment cinétique, c'est l'équivalent de la quantité de mouvement pour un objet qui est en rotation. OK? Donc, imaginez que vous avez un objet de masse m qui se déplace à la vitesse v sur un cercle de rayon r. Son moment cinétique, ça va être, autrement dit, son moment cinétique, c'est I fois oméga, OK? En mécanique classique. OK? Pour une particule ponctuelle, son moment d'inertie I, c'est mr carré. Donc ça, c'est des vieux souvenirs là, OK? De mécanique classique. OK? Puis oméga, c'est quoi? On sait que oméga fois R est égal à V. OK? Donc oméga, c'est la vitesse de rotation. Oméga, c'est égal à V sur R. Donc il me reste quoi? Il me reste M fois V fois R. Donc si j'ai une particule de masse M qui va à la vitesse V sur un cercle de rayon R, son moment cinétique, L, est égal à mv fois R, tout simplement. OK? Ça part de l'expression générale pour le moment cinétique d'une particule pardon, qui tourne sur un cercle. Donc, lui va supposer que cette quantité-là ne peut prendre que des multiples entiers de h bar, où h bar est égal à h divisé par 2π. C'est là la quantification qui apparaît. Okay? N est un entier. Le moment cinétique ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Donc, c'est quoi le moment cinétique de façon plus illustrée? Donc, c'est ça la conservation du moment cinétique. Ah, on va le remettre. OK. Donc, ici, ce qu'on observe, c'est I fois oméga, ok? Si vous vous souvenez, là. Ça, c'est le genre de la boue. Ok? Donc, euh, votre vitesse, c'est I fois oméga, ok? Donc, on se souvient, c'est I fois oméga. I, c'est le moment d'inertie d'un objet. Ça, on se souvient, là, c'est ça qui fait que, dans le fond, par exemple, tous les athlètes qui vont faire des périlleux ou des vrilles ou quoi que ce soit, une patineuse artistique qui va rapprocher ses bras pour tourner plus vite sur elle-même. Pourquoi? Ben parce que le moment cinétique est conservé. Si on dit que le moment cinétique, c'est I fois oméga, puis que I, c'est mr carré, qu'est-ce qui se passe si je prends les poids puis je les rapproche de mon corps? Ben, je fais diminuer R, donc je fais diminuer I. Mais si le moment cinétique est conservé puis que je fais diminuer I, il faut que je fasse augmenter oméga pour compenser. Donc, je vais faire augmenter la vitesse de rotation. Donc, si je rapproche un objet de mon corps, ok, ok. Donc, on donne un certain moment cinétique. Vous approchez les bras, vous tournez plus vite. Vous éloignez les bras, vous tournez plus lentement. Vous rapprochez les bras, vous tournez plus vite. Vous éloignez les bras, vous tournez plus lentement. C'est la conservation du moment cinétique. C'est ça. OK? Donc, c'est l'analogue de la quantité de mouvement pour un objet qui est en rotation. Là où ça devient plus flyé, c'est on vous demande ici de calculer le pardon, on vous dit de calculer la longueur d'onde de De Broglie pour un électron orbitant sur une orbite permise. Qu'est-ce qu'on remarque? Okay. Ben, on se souvient que, bon, premièrement, on vient de dire que MVR est égal à N
fois h bar ou à n fois h sur 2pi. Ça, c'est la condition, ça, c'est le postulat. Okay? Ça, c'est ce qui est posé par bar. Puis, on se souvient que la longueur d'onde de de Broglie, c'est donné par h sur p, h sur mv. Okay? Mais on a que mv est égal à quoi? N fois h sur 2pi r. Okay? Donc, ça, c'est égal à quoi? H sur mv qui est égal à nh sur 2pi r. Les h disparaissent, est égal à lambda. Donc, j'ai n fois lambda est égal à 2pi r. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Okay? Si vous remarquez, ça, c'est quoi? Ça, c'est la circonférence de l'orbite. Puis ça, c'est un nombre entier de longueur d'onde. Donc, là, c'est next level. Okay? Franchement, là, la propriété des orbites permises, c'est que sur une orbite permise, le nombre de longueurs d'onde doit être parfaitement entier. Donc, on doit avoir un nombre entier de longueurs d'onde sur une orbite permise. Un nombre entier de longueurs d'onde de de Broglie sur une orbite permise. Donc, imaginez, c'est une onde stationnaire essentiellement. Donc, prenez une corde de longueur 2πr, puis mettez, je sais pas moi, deux longueurs d'onde au complet dessus. Okay? Ensuite, prenez ce bandeau-là, puis, ok, excusez, je suis pas ça bonne. Donc, prenez une corde qui mesure 2 πr, venez faire deux cycles d'oscillation complets sur cette corde-là. Okay? Puis après, prenez cette corde-là, puis repliez-la pour en faire un cercle. Vous allez avoir une circonférence d'un cercle qui mesure 2 πr sur laquelle vous allez avoir un nombre entier de longueurs d'onde. Ça veut dire que aux deux bouts que vous avez connectés, la jonction se fait parce que vous avez un nœud à chaque extrémité. C'est continu. Okay? Donc, c'est une onde stationnaire essentiellement. Donc, l'électron sur une orbite permise oscille comme une onde stationnaire où la longueur d'onde est donnée par la longueur d'onde de de Broglie pour un électron. Okay? Franchement, bravo, Monsieur Barr, parce que ça, moi, ça me reste complètement flyé. Okay? Donc, on remarque quoi? On remarque qu'on a des ondes stationnaires. Okay? Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça souvent des états stationnaires. L'électron peut être sur un état stationnaire. C'est les seuls états qui sont permis sont des états stationnaires. Vous ne pouvez pas être sur un état qui vous donne 3,2 longueurs d'onde parce qu'à ce moment-là, il y aurait une discontinuité. Puis la nature haït les discontinuités. Donc, on dirait, okay? Je ne veux pas prêter des intentions à la nature non plus, mais ce qu'on remarque, c'est que les seules orbites permises pour les électrons autour d'un atome, autour d'un noyau, c'est ceux qui constituent des orbites, des ondes stationnaires, parce que la longueur d'onde est un multiple entier, la circonférence est un multiple entier de la longueur d'onde de de Broglie. On dit calculer le rayon des trois premières orbites permises. Okay? Ben, pardon. On a une expression ici, on va continuer. Si on continue euh, avec ça ici, on remarque que V est égal à N fois H divisé par 2πr fois M. Puis on sait que la somme des forces qui agissent sur un atome est égale à MA, qui est égale à MV carré sur R. Okay? Donc, quelle est la force qui agit sur quelle est la force qui agit? C'est la force électrique. Donc, je remplace l'accélération par l'accélération centripète qui est V carré sur R. Je remplace la force électrique par K fois Q1 fois Q2 sur R carré. Je réduis un terme en R. Puis je vais venir remplacer la vitesse. J'ai marqué en fonction de H. Ouais, en fonction de 4 pi carré R carré M carré ou encore N2 H bar à la 2 sur M2 R2. Okay. Donc, je remplace le V carré par N2 H bar à la 2 M2. Wow.
R2. Donc, j'ai KE carré, je vais envoyer le R. Non, je vais isoler R, excusez. Est égal à M sur M2. Donc, il reste N2 fois H bar à la 2 sur M R2. Ouais, c'est ça. Je réduis encore un R. Puis là, je vais isoler R. Je veux trouver R. Donc, je vais isoler R. Je vais envoyer R en haut. Il va me rester N2 fois H bar à la 2 sur MKE2. OK. C'est ça qui est l'équation 923 dans le manuel. OK. Donc ça, c'est l'expression du rayon de la nème orbite permise. OK. Ou H bar à la 2 sur MKE2. C'est ce qu'on appelle le rayon de bord, en fait, tout simplement. OK. Donc c'est le rayon de c'est le rayon fondamental dans l'atome d'hydrogène, c'est celui pour lequel L est égal à 1. Donc si on veut calculer les trois premiers rayons, on va calculer le rayon de bord, H bar carré sur MKE2, ça vaut combien? Ça vaut 6,626 fois 10 à la moins 34 à la 2, divisé par, il ne faut pas oublier, là, c'est H bar, donc divisé par 2 pi à la 2, fois la masse d'un atome fois la masse d'un électron, 10-31, fois la constante K, 9E9, fois la charge électrique au carré, excusez. Okay. 1,6 fois 10-19 à la 2. Okay. Donc ça, je vous suggère de calculer ça une fois. Vous allez trouver que ça donne 5,3 fois 10 à la moins 11. Okay. Mètres. Okay. Donc ça, c'est le rayon de bord. Si vous remarquez dans les notes de cours, qu'est-ce qu'on vous avait demandé de faire? Mon curseur est où? Merci. Si l'électron se trouve sur une orbite circulaire de 5,3 fois 10-11 mètres de rayon, OK? Bon, en fait, j'ai triché un petit peu, OK? Je savais où ce que je m'en allais, là. Je vous ai mis l'atome dans l'état fondamental, OK? Donc, le rayon de la première orbite, OK, va être égal à 1 à la 2 fois le rayon de bord, 5,3 fois 10-11. Donc, 5,3 fois 10-11 mètres. Le rayon de la deuxième orbite va être 4 fois le rayon de bord. Donc, 2,12 fois 10-10. Le rayon de la troisième orbite va être 9 fois le rayon de bord, qui vaut 4,77 fois 10-10. Okay, puis ainsi de suite, comme ça on pourrait monter. Okay. Donc ça donne une idée quand que vous avez un électron qui est sur un qui est autour donc mettons ça c'est l'orbite n égale à 1, n égale à 2, n égale à 3. Puis mettons que j'avais fait des cercles concentriques là, OK? Donc voilà mon noyau. Mon électron tourne à une distance de R1 dans l'état fondamental, tourne à une distance de R2 au niveau 2, n égale à 2, puis tourne à une distance R3 quand n est égal à 3. Okay? Le diamètre typique d'un proton, c'est de l'ordre de 10 à la moins 15 mètres. Puis on remarque que l'orbite, c'est 10 à la moins 11 mètres. Ça veut dire qu'il y a 4 ordres de grandeur. Okay? Donc, mettons que le diamètre typique, c'est de 10 moins 15 mètres. Ben, le rayon de l'orbite fondamentale est à 10-11 mètres. Okay? Donc, c'est 10 000 fois plus gros que le proton en tant que tel, le rayon de l'orbite. Donc, vous avez un proton, vous avez 10 000 fois la dimension du proton, vous avez un électron qui tourne dans le mode fondamental. Évidemment, vous pouvez continuer n égale à 4, 5, 6. En théorie, vous pourrez vous rendre à l'infini. Okay? Mais c'est quoi le rayon d'un électron qui serait sur un niveau n égale à l'infini? Ben, ça serait pas mal
infini. Ok? Si vous mettez n égale à l'infini là-dedans, ça donne un rayon infini. Donc en pratique, comme un atome n'est pas unique dans l'univers, il y a toujours des voisins. Donc il y a un n maximum en pratique où on va se rendre. Là. Quand vous allez frapper un voisin, ben, vous ne pouvez plus augmenter n plus que ça. Ok? En 6, on vous demande de trouver l'énergie de l'électron quand il se retrouve sur une de ces trois premières orbites permises. Ok? Donc comment est-ce qu'on peut venir, comment on peut regarder comment il y a des, pardon, comment il y a d'énergie totale. Donc, on sait que l'énergie totale, c'est la somme de l'énergie cinétique puis de l'énergie potentielle. On sait que l'énergie cinétique, c'est une demi mv carré. Puis que si on a un électron et un proton qui sont séparés d'une distance r, l'énergie potentielle électrique qui les sépare, c'est moins une demi k fois e carré sur r, tout simplement. Moins, pas, il n'y a pas d'une demi, excusez. Moins k e carré sur r. OK? Donc ça, c'est l'énergie potentielle quand vous avez une charge positive et une charge négative, plus E puis moins E, séparés d'une distance R. Vous voyez ça un peu comme l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, l'énergie va être négative dans ce cas-là parce que pour séparer les deux, il faut donner de l'énergie. Donc, c'est un système qui est lié. Donc, l'énergie totale est négative pour un électron immobile par rapport à un proton comme ça. Okay? Donc, moins KE carré sur R. Pardon. On sait aussi que, d'autre part, que F est égal à MA. Okay? Que KE carré sur R carré est égal à MV carré sur R. Donc, que MV carré est égal à quoi? KE carré sur R. Donc, je peux remplacer le MV carré qui est ici par KE carré sur R. Donc, j'ai une demi KE carré sur R moins KE carré sur R. Ce qui est égal à quoi? Une énergie totale de moins une demi KE carré sur R. Mais on sait que les rayons sont quantifiés, donc les énergies aussi vont être quantifiées. Okay? Donc, on quantifie le moment cinétique, ça quantifie les rayons. Quantifier les rayons, ça quantifie l'énergie des niveaux. Okay? Donc, comme Rn, c'est n carré fois h bar sur mke2. Le rayon, c'est h carré sur mke2. OK? Donc, je peux écrire l'énergie du nème niveau comme étant moins une demi fois k fois e carré sur r sur n carré fois h bar carré fois mke2 en haut. Il me reste quoi? Je vais mettre un 1 sur n carré en évidence. Il me reste une demi fois k à la 2 m k à la 2 e à la 4 sur h bar à la 2. Donc, c'est juste un gros paquet de constantes. Okay? Nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va calculer ça ici, combien ça vaut. Okay? Pardon. Donc, j'ai moins 1 sur N2 fois M, qui est 9,11 fois 10 à la moins 31, fois K, qui est 9 fois 10 à la 9, fois la charge d'un électron 1,6 fois 10 à la moins 19 à la 4, sur H bar, qui vaut 6,626 fois 10 à la moins 34 à la 2. H bar, c'est H divisé par 2pi, donc il faut que je multiplie par 4 pi à la 2 ici. Ça me donne une énergie en joules. Okay? Moi, je veux l'exprimer en électronvolts. Donc, je vais diviser par E. Okay? Donc, ça, c'est des joules. Je vais diviser par E pour l'avoir en électronvolts, joule par électronvolt. Donc, il va me rester des électronvolts. Donc, je vais diviser par E ici. OK? Puis si je fais ça une fois, parce que non, je ne le ferai pas deux fois, on va remarquer que tout ça, ça donne 13,6 électronvolts.
Donc, l'énergie du nème niveau est de moins 13,6 divisé par n carré électron-volt. Ça, c'est le résultat probablement le plus spectaculaire. Okay? Donc, l'énergie des niveaux est quantifiée. Okay? Donc, si je veux calculer l'énergie des 3 premiers niveaux, okay, par exemple, l'énergie du niveau 1 est égale à moins 13,6 électronvolts sur 1, moins 13,6 électronvolts. L'énergie du niveau 2, moins 13,6 sur 4, moins 3,4 électronvolts. L'énergie du niveau 3, moins 13,6 sur 3 à la 2, moins 1,51 électronvolts, puis ainsi de suite. Je peux me rendre jusqu'en théorie, jusqu'à l'infini. Okay? Où là, j'aurai une énergie moins 13,6 sur l'infini qui donne 0. Okay? Donc, ça à quoi ça ressemble? Okay? Ça permet de construire un arbre, une structure comme ça, de niveau atomique. Okay? Où là, j'ai l'énergie du niveau fondamental. Okay? Donc, quand c'est un puits de potentiel ici. Donc, ça, c'est l'énergie du nème niveau. Là. Donc, dans l'état fondamental, mon électron a une énergie de moins 13,6 électronvolts. Au niveau 2, moins 3,4 électronvolts. Au niveau 3, moins 1,51. Au niveau 4, 5, 6, 7, 8, 9, blablabla. En théorie, au niveau infini, on est à 0 électronvolts. Donc, on peut se représenter ça, là, OK, littéralement comme un puits de potentiel. OK? Donc, c'est quoi un puits de potentiel? C'est qu'imaginez que vous avez un électron qui se déplace très lentement, OK, puis qui approche d'un proton. OK? Le proton va créer un puits de potentiel qui a une profondeur de moins 13,6 électronvolts. Donc, j'ai un électron ici, tout chillax. Au moment où il approche trop proche du proton, il va être capturé, il va tomber dans le fond du puits. Il va être poigné là. OK? Là, il va, en faisant ça, on va y revenir, mais il va émettre de la lumière. Parce que si ici, il est essentiellement immobile, il y a 0 électronvolt. OK? Donc, ça approche très lentement avec une énergie essentiellement nulle, tombe dans le puits. En faisant ça, il va émettre 13,6 électronvolts d'énergie. OK? Il va être pogné dans le fond du puits à un niveau d'énergie de moins 13,6 électronvolts. Donc, il va rester lié au proton. Okay? Pour le sortir du puits, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je lui redonne le 13,6 électronvolts qu'il a perdu. Donc, il faudrait que je transfère de l'énergie sous forme d'un photon. Donc, s'il y a un photon qui passe, qui transporte au moins 13,6 électronvolts d'énergie, vous allez prendre l'électron, il va absorber cette énergie-là, puis il va ressortir du puits. Mais dans le puits, il y a un niveau à moins 13,6, il y a un niveau à moins 3,4, il y a un niveau à moins 1,51. Okay, ça, c'est les niveaux permis pour mon électron. Les autres niveaux ne sont pas permis. C'est pour ça que Bohr réussit à expliquer le spectre de l'atome d'hydrogène. Parce que Bohr va postuler qu'il va avoir émission de rayonnement jusqu'à un électron passe d'une orbite permise à une autre orbite d'énergie inférieure. Okay? Donc, vous avez un électron, moi je ne sais pas, qui est dans le mode 3. Il va tomber au niveau 2. En faisant ça, il va se débarrasser, pardon, il va se débarrasser de la différence d'énergie qui est entre les deux niveaux. Donc, c'est pour ça que dans le modèle, pardon, OK? Donc, il va passer du niveau, mettons, je sais pas, moi, 3, OK? Puis il va tomber dans le niveau 2. En faisant ça, il va émettre du rayonnement. OK? Le rayonnement qu'il va émettre va transporter l'énergie correspondant à la différence d'énergie entre les niveaux. Donc, mettons ici que vous êtes à moins 5 électronvolts. Je fais juste des chiffres ronds, là, OK? Vous passez de moins 5 à moins 10 électronvolts. Bien, vous avez perdu 5 électronvolts. OK? Vous étiez à moins 5, vous êtes rendu à moins 10, c'est que vous avez diminué de 5. Donc, le 5 électronvolts que vous venez de perdre, il va se transporter dans un photon de 5 électronvolts. OK? Donc, ça, c'est ce que Bohr est allé postuler. Okay. Encore une fois, c'est un postulat. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire qu'il n'y a pas de justification, sinon que les conséquences qu'on prédit sont observées. Okay. Donc, c'est ça ici qu'on va, quand l'électron tombe, c'est comme s'il tombait d'une marche,
plus la marche est haute, plus la perte d'énergie va être haute, plus le rayonnement va être énergétique. OK? Donc, c'est pour ça, par exemple, que dans le spectre de Balmer, dans le fond, qu'est-ce qu'on observe dans le spectre de Balmer? On observe les électrons qui finissent au niveau 2. OK? Donc, ils passent du niveau 3 au niveau 2, du niveau 4 au niveau 2, du niveau 5 au niveau 2, 6 à 2. En théorie, il y aurait 7, 8, 9 jusqu'à 2 tout le temps, sauf que ceux-là sont dans l'ultraviolet. OK? Puis ce qu'on remarque aussi, c'est que plus la différence d'énergie est grande, plus la marche est haute, plus le gap d'énergie est grand, plus la lumière transporte d'énergie. Donc évidemment, quand le gap est plus petit, comme ici, la lumière va être rouge. Puis tranquillement, le gap devient de plus en plus grand, donc la lumière s'en va vers le bleu puis vers le violet. OK? Ces quatre transitions-là sont les seules qu'on peut observer dans le domaine visible. C'est pour ça qu'on les trouve spéciales pour nous, c'est parce que c'est celles-là qu'on observe dans le visible. Sinon, il y en a d'autres aussi, par exemple, qui finissent au niveau 1, mais ceux-là, ils ont tous 10, 11, 12 électronvolts en partant, OK? Parce qu'on passe nécessairement de moins 13,6 à moins 3,4. Déjà là, il y a plus de 10 électronvolts d'écart. 10 électronvolts, c'est clairement dans l'ultraviolet. Donc ça, c'est des transitions qui sont dans l'ultraviolet. Si vous vous souvenez du cours sur la spectroscopie où je vous avais parlé du télescope FUSE, c'est ça qu'on observait. C'est les bandes d'absorption de l'hydrogène dues à la série de Lyman qu'on appelle. Donc la série de Lyman sont les transitions qui finissent au niveau 1, qui se produisent dans l'ultraviolet. La série de Balmer, c'est la série qui se termine au niveau 2, dont une partie est dans le visible. La série numéro 3, c'est les transitions qu'on appelle de Paschen. Celles-là, si on remarque, les différences d'énergie sont plus petites. OK? Donc ça va correspondre à des longueurs d'onde infrarouges. OK? Donc l'énergie transportée par le rayonnement, c'est juste la différence entre l'énergie des deux niveaux impliqués dans la transition. OK? Donc c'est vraiment une solution assez simple, je dirais. Là. Ça a l'air pire que c'est. Là. Je veux dire, tout ça est parti, là. Bohr s'est dit le moment cinétique ne peut pas prendre n'importe quelle valeur. Il peut juste prendre des valeurs entières de h sur 2π. Puis les conséquences de ça sont qu'il explique naturellement les spectres d'émission. Okay? Donc, l'électron ne peut pas se retrouver entre des niveaux. Il peut juste être sur des niveaux permis. Donc, pourquoi l'électron ne rayonne pas indéfiniment, comme dans le modèle de Rutherford? Ben, c'est parce que les électrons sont encore plus paresseux que vous et moi. OK? Autrement dit, eux autres veulent se retrouver dans l'état d'énergie minimale tout le temps. Par défaut, si votre gaz est très très froid, là, tous les électrons vont être dans le niveau fondamental. Pour les faire monter, il faut leur donner de l'énergie. Donc, par exemple, dans un tube néon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez de l'énergie, vous avez une différence de potentiel qui va, dans le fond, forcer les électrons à bouger. Okay? On va transférer de l'énergie continuellement aux électrons. Donc, ça va prendre les électrons dans le niveau fondamental, puis ça va les amener dans des niveaux d'énergie supérieurs. Puis à partir du moment où ils sont dans le niveau d'énergie supérieure, eux autres, ils réalisent qu'ils ont commis une erreur en absorbant de la lumière, en absorbant de l'énergie. Donc, ils vont se redébarrasser de cette énergie-là en retombant dans les états d'énergie inférieurs. Mettons que vous en montez un au niveau 6, ben, ça se peut qu'il passe du niveau 6 au niveau 1 d'un coup, mais ça se peut aussi qu'il passe du niveau 6 au niveau 4, après au niveau 2, après au niveau 1. Donc, ils ont des probabilités de faire tel chemin. C'est pour ça qu'en bout de ligne, vous voyez toutes les bandes d'émission dans l'atome d'hydrogène parce que vous avez toujours des électrons qui font toutes les transitions possibles avec différentes probabilités, mais comme les échantillons sont tellement grands, vous voyez essentiellement toutes les transitions en même temps. C'est tant que vous fournissez de l'énergie aux électrons pour leur permettre de monter de niveau, tant que vous maintenez la tension dans un tube à décharge, tant que vous chauffez le gaz, autrement dit, là, ben, vous allez avoir les électrons qui vont absorber l'énergie que vous leur donnez, puis qui vont s'en redébarrasser à peu près instantanément en émettant ça sous forme de lumière. C'est pour ça que ça brille. Quand vous avez un électron qui passe d'un niveau élevé vers un niveau plus bas, il va émettre du rayonnement tout le temps. Okay? Donc, on dit l'arrêt rouge de l'atome d'hydrogène est émise quand l'électron passe du niveau 3 au niveau 2, par exemple. Calculez la longueur d'onde de cette transition. Okay? Ben, si vous passez du niveau 3 au niveau 2, on va calculer la différence d'énergie entre le niveau 3 et le niveau 2. Okay?
quand on passe de 3 vers 2, on a l'énergie du niveau 3 moins l'énergie du niveau 2. L'énergie du niveau 3, c'est moins 1,51, moins l'énergie du niveau 2, moins 3,4. Si on fait moins 1,51 moins 3,4, on trouve... oh, je ne l'ai pas fait ici. On trouve 1,9. Attends une seconde, là, je vais vous calculer ça. C'est parce que j'ai pas fait le calcul détaillé. 1,89. Donc, le photon va transporter une quantité d'énergie égale à 1,89 électronvolts. Ça, c'est l'énergie du photon qui est émis. OK? Donc, c'est quoi la longueur d'onde d'un photon qui transporte 1,89 électronvolts? Si vous vous souvenez, on pourrait le faire de deux façons. On pourrait faire E est égal à 1,89 électronvolts fois 1,6 fois 10 à la moins 19 joules par électronvolt. Puis après ça, poser ça qui est égal à Hc sur lambda. Puis isoler lambda, OK, par la suite. L'autre chose qu'on peut faire, on peut se souvenir que l'énergie, c'est 1240 divisé par lambda en nanomètres. OK? Donc l'énergie en électronvolts, c'est 1240 divisé par lambda en nanomètres. Donc lambda en nanomètres est égal à 1240 divisé par 1,89. 1240 divisé par 1,89. Ça donne 656 nanomètres. OK. Qui est la longueur d'onde rouge qui avait été observée par Balmer. OK? Donc, 656, 657, là. OK? Donc, c'est une des raies de Balmer. OK? Les 4 raies de Balmer, en fait, sont les 4 moins énergétiques qui finissent au niveau 2. Donc, les 4 raies de Balmer, c'est 3,2. Ça, c'est ce qu'on appelle Balmer alpha, 4,2, 5,2, 6,2. Ça, c'est les 4 transitions de Balmer. Ça, c'est la rouge à 656 nanomètres. Ça, c'est la turquoise. Ça, c'est les bleus, violettes, là, rendues là, là. OK. Elle est dure à voir. Donc, si on revient au spec qu'on avait tantôt d'émission, c'est ça ici. OK. Donc, l'arrêt rouge à 656, l'arrêt turquoise, l'arrêt bleu, puis l'arrêt violette, là, on la voit pas bien, elle est pas mal proche ici, là. C'est assez dur à voir. Puis même le violet, on dit violet, violet, des fois ultraviolet, c'est pas mal la même affaire, là. C'est dur de voir ça. OK? Donc, calculer la longueur d'onde de ce trait. Puis, on dit ensuite, l'électron d'un atome d'hydrogène se trouve dans le niveau fondamental. Décrivez ce qui va arriver. Si l'atome reçoit un photon d'11 électronvolts, on va terminer avec ça. OK? Donc, si vous avez l'électron qui est dans le fond du puits, autrement dit, il est dans le niveau fondamental, OK? Puis il voit passer un photon qui transporte 11 électronvolts. Qu'est-ce qui va se produire? Ben, absolument rien. OK? Pourquoi? Parce que si vous êtes, mettons, attends une seconde. Si vous êtes dans le niveau fondamental, ici, vous êtes un électron tout chillax dans le niveau fondamental. Puis là, vous voyez arriver un photon s'approcher de vous, puis qui transporte 11 électronvolts. Mettons que vous, sur une bulle, vous décidez de l'absorber. OK? Ça va vous amener où? À moins 13,6 plus 11, donc à moins 2,6 électronvolts. Donc ça vous amènerait à moins 2,6 électronvolts ici. Il n'y a pas de niveau permis à cet endroit-là. OK? Donc vous gagnez 11 électronvolts. Donc vous arrivez à moins 2,6 entre deux niveaux. Donc l'électron ne peut pas se retrouver là. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas l'absorber, le photon. OK? Il ne se passera rien. Le photon ne sera pas absorbé. En A, il ne se passera rien du tout. Donc, c'est pour ça que dans un spectre mettons, dans le spectre ici en absorption, OK? Si on revient, quand
on voit des traits sombres apparaître, ben, le sodium, dans l'exemple, ce serait la même affaire que l'hydrogène, il absorbe pas toutes les longueurs d'onde. Il absorbe juste des longueurs d'onde qui permettent de passer d'un niveau d'énergie inférieur à un niveau d'énergie supérieur. Mais comme le gap d'énergie est défini, ben, il ne peut pas absorber n'importe quel photon. Il peut juste absorber les photons qui transportent l'énergie correspondante au gap d'énergie entre deux niveaux. Okay? Donc, c'est pour ça que l'essentiel de la lumière passe, mais certaines longueurs d'onde vont être absorbées. Okay? Puis, à l'inverse, si un électron, parce que les photons ne peuvent être que complètement absorbés ou complètement pas absorbés, si on veut. Okay? Par contre, si un électron de 11 électronvolts qui arrive, qu'est-ce qui se passe? Bien là, mon électron qui est ici, okay, là, on se met à la place d'un électron qui est ici encore une fois, va arriver, au lieu d'un photon, un autre électron qui transporte 11 électronvolts d'énergie cinétique. Okay? Ben là, c'est pas la même affaire. Là, l'électron qui est ici va en absorber 10.2, okay? Okay? Pour monter au niveau 2. Okay? Puis le reste va être conservé par l'électron incident. Okay? Donc vous avez un électron, on peut le voir comme une collision. Okay? Donc avant, vous avez quoi? Vous avez un électron libre qui transporte 11 électronvolts d'énergie cinétique, puis vous avez un électron lié, okay, dans le niveau n égale à 1, qui a zéro énergie, pas zéro énergie cinétique, mais qui est dans l'état fondamental à moins 13,6 électronvolts. Après la collision, qu'est-ce que vous avez? Vous avez l'électron qui va absorber 10.2 électronvolts, qui va être rendu à moins 3.4 électronvolts, qui va en avoir pris 10.2. Puis vous allez avoir l'autre électron libre qui va repartir avec ce qu'il y avait au début, le 11 électronvolts, moins le 10.2 qu'il a donné, puis il y aura donc juste 0.8 électronvolts d'énergie cinétique. Ça, on appelle ça une excitation collisionnelle. Okay? Donc, il peut y avoir comment vous pouvez exciter des électrons dans un atome, comment vous pouvez motiver des électrons à monter de niveau. Okay? Ben, vous pouvez le faire pour qu'il y ait une excitation radiative ici. L'excitation radiative demande à ce que l'énergie du photon soit exactement, si l'énergie du photon est égale à la différence d'énergie entre les deux niveaux. Okay? Ici, comme le 11 électronvolts, ce n'est pas l'énergie entre deux niveaux permis, il n'y aura pas d'excitation radiative. L'excitation collisionnelle, c'est quand vous avez un électron qui passe, lui, l'électron, il n'est pas obligé de transférer toute son énergie, il peut n'en transférer qu'une simple partie. Okay? Donc, ici, on a un petit tableau qui résume ça. Okay? Donc, pour qu'il y ait excitation radiative, il faudrait que le photon transporte soit, par exemple, 10.2 électronvolts pour passer du niveau 1 au niveau 2, ou soit 12.09 qui permettrait à l'électron de passer du niveau 1 au niveau 3 directement. À 11 électronvolts, on est en quelque part entre les deux, on arrive entre le niveau 2 et le niveau 3, mais on n'a pas le droit de se retrouver là, donc on ne sera pas absorbé, il n'y aura pas d'excitation radiative. Excitation collisionnelle, par contre, quand c'est un électron qui s'en vient, ben, l'électron qui est dans le niveau inférieur va absorber 10.2 électronvolts, monter au niveau 2, puis l'électron incident qui en contenait 11 s'en est débarrassé de 10.2, donc il en reste 0.8. Il va continuer son petit bonhomme de chemin avec une énergie cinétique de 0.8 électronvolts. Donc, c'est bon ça? OK. On va continuer au prochain cours.